Simone préférait. Car je me suis rappelé que lorsque nous étions étudiants, nous lisions des poèmes à haute voix. Mais Freddy m'a répondu que le dernier poème, la dernière chanson que Simone a entendue, c'était la chanson de Had Gadya. Pendant tout Pessah, Freddy est venu lui chanter les chants de la Haggadah pour qu'elle ressente un peu l'ambiance de Pessah à l'hôpital. Et il a vu que le chant de Had Gadya l'a beaucoup touché. Cela m'a incité à lire un peu quelques études sur Had Gadya. Il s'avère que cette ballade, qui n'a rien de commun avec l'histoire de Pessah, a été rajoutée à la Haggadah vers 1590 à peu près. C'est un thème que l'on trouve dans de nombreuses chansons populaires. Quoique écrite en araméen, elle n'a été composée ni en Babylonie, ni en Eretz Israël, mais en Allemagne. Elle est en araméen car elle clôture la Haggadah, qui débute par Olachma Ania, qui est également en araméen. On peut considérer Had Gadya comme une allégorie du sort d'Israël à travers les âges. On peut aussi la rattacher au mythe de l'éternel retour. Tout revient au point de départ. Les prédateurs deviennent eux-mêmes des proies, tour à tour, les agresseurs des agressés. Ce chant qui commence par un petit agneau que l'on achète au marché se termine par Akadosh Baruch Hu, qui a vaincu l'ange de la mort. Et c'est à cet endroit précis, d'après Freddy, que Simone réagissait. Pour Simone, l'ange de la mort a eu le dessus. Mais elle a tout fait pour se raccrocher à la vie. Dieu sait quel combat acharné elle a mené pendant des années et des années. Quand je suis arrivée à Strasbourg en 1958, toute fraîche émolue de mon lycée mulhousien pour faire Hippocagne à Custerne, j'ai fait la connaissance chez Blum de toute la bande des étudiants juifs, entre autres Anatole. Or, qui disait Anatole, disait Freddy. Et bientôt, qui disait Simone, disait Mitsuko. Simone est tout de suite devenue mon amie, ma grande sœur. Elle avait 4 ans de plus que moi et nous avons immédiatement sympathisé. Elle était plus calme que moi, mais rien ne lui échappait. Souvent, lors de nos discussions estudiantines, elle ne disait pas un mot. Et soudain, elle faisait une remarque pertinente à laquelle personne n'avait pensé. Nous étions vraiment un bon groupe. Michou, Claire, Lucie, Henri, Buchette, Astrid, Dora, Dédé, Joé, Anne-Marie Auvin, Roland, etc., etc. Nous étions invités chez les piliers du Merkaz, la génération un peu plus âgée que nous. Les Lazare, les Veil, les Emmendiger, les Heimann, le rabbin Warshawski, et j'en passe. Chez Blum, la table des littéraires ne se mélangeait pas à la table des pharmaciens. Tout cela à la bonne franquette. Nous étions des disciples du professeur Meir qui nous enseignait les Madéa Yahadou sous un aspect philosophique, qui pour moi était nouveau. Que de discussions, que de réflexions après ces cours. Nous partions aussi en week-end à Sainte-Croix, faisions des excursions dans les Vosges. Et quand j'ai commencé mes études, Anatole et Freddy revenaient d'un an passé en Amérique grâce à une bourse Fulbright. 1 an pour Anatole, mais pas 1 an pour Freddy. En effet, Freddy n'a pas tenu le coup d'être séparé si longtemps de sa chère Simone. Il est revenu en pleine année scolaire. Simone n'était pas n'importe qui, à tel point que son cher et tendre renonce à sa bourse et retourne au Bercail. Freddy et Simone se sont mariés avant nous. Quel plaisir pour nous de se retrouver chez eux. On les enviait d'être déjà installés, alors que nous faisions nos balades le long de l'île, histoire de bavarder un peu ensemble. Puis nos chemins se sont séparés. Nous sommes montés en Israël, mais nous avons toujours gardé un contact très serré, comme cela se doit avec de la proche famille. Au début de notre alia, nous n'étions pas très riches. Simone m'envoyait régulièrement les habits de Anne et d'Élie pour mes gosses. Et parfois, elle ajoutait un pull ou une jupe pour moi. Freddy et Simone venaient souvent nous voir. Et pendant une de ces visites en Israël, ils ont dû rentrer d'urgence car M. Lodner n'allait pas bien.
Nous nous écrivions régulièrement. Simone tenait beaucoup à cette correspondance, car elle disait « c'est la seule façon de garder le contact si on se raconte les petits détails du quotidien ». Simone enseignait l'anglais au lycée Lucille Berger. Elle aimait beaucoup son travail et elle était très aimée. La preuve, pendant sa dernière maladie, une collègue de Lucille Berger a téléphoné à Freddy régulièrement chaque semaine pour avoir de ses nouvelles, et cela après qu'elle avait quitté l'établissement depuis plus de 30 ans. Elle s'est occupée avec beaucoup de gentillesse de ses parents à Luxembourg et de ses beaux-parents qui habitaient chez eux. Oui. Freddy et Simone passaient tous les Shabbatots après-midi chez les Hochner. Simone et Bûchette s'entendaient à merveille. Puis est venue l'horrible maladie. Opération sur opération. Elle a dû abandonner son travail qu'elle aimait tant. Et surtout, elle ne pouvait plus manger normalement. Elle ne mangeait que des bouillies, des liquides, de la viande hachée, des biscuits vitaminés trempés dans du lait. Son élocution également en souffrait, et il fallait souvent la reprendre pour comprendre ce qu'elle disait. N'importe qui d'autre se serait lamenté, aurait gémi, ou serait devenu aigri d'avoir été frappé de telle sorte. Simone ne s'est jamais plainte. Elle a pris son sort en main d'une façon extraordinaire. Elle s'est mise à lire toute la littérature anglo-américaine, était au courant de tout. Vous lui demandiez comment arriver à un endroit X, elle savait tout de suite vous répondre. Elle avait un sens d'orientation très poussé et aussi une mémoire qui m'épatait. Elle pouvait me dire, quand nous étions à Jérusalem en 1972, nous avons fait ci et ça. Détail que j'avais complètement oublié. Elle adorait faire des plans pour les vacances. Elle partait avec sa famille dans des hôtels avec cuisine pour pouvoir faire sa propre cocotte. Elle adorait les vacances à la mer du Nord avec ses enfants et ses petits-enfants, et aussi les vacances d'hiver en Suisse. Elle accompagnait Freddy quand il faisait des visites de vieux cimetières alsaciens. C'était pour elle une occasion de s'aérer et de respirer l'air pur de la campagne. Ses copines, Dora, Nicole, sont montées en Israël. Et ce n'était pas facile pour Simone. Elle était très attachée à ses amis de jeunesse. Mais l'épreuve la plus dure pour elle fut le décès de Bûchette. Elle était à ses côtés pendant sa maladie et lors de son enterrement, Simone s'est vraiment sentie mal. Après une longue interruption, Freddy et Simone sont revenus nous voir. Cette fois-ci, nous avons pu les recevoir chez nous car nous avions fait des transformations dans la maison. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme Simone s'est épanouie pendant son séjour. Le soleil de novembre la ravissait. Dire qu'à Strasbourg il fait gris et froid en ce moment, s'exclama-t-elle sans arrêt. Nous faisions tous les jours une balade à Jérusalem, tout lui plaisait. Et je partageais son enthousiasme car j'étais tellement contente de leur visite chez nous. Mais malheureusement, le sort ne l'a vraiment pas épargnée. À présent, sa vue baissait de plus en plus. Elle ne pouvait plus lire de livres, elle qui était une lectrice assidue. Vous croyez qu'elle s'est laissée aller, qu'elle a flanché? Pensez-vous? Elle écoutait des livres entiers sur cassette, et pas n'importe quoi, des classiques de la littérature française. J'étais de plus en plus en admiration devant elle. Au mois de novembre dernier, 2008, vraiment il y a quelques mois, Freddy et Simone sont de nouveau venus chez nous. C'était de nouveau le même enthousiasme et la même joie d'être en Israël et d'être ensemble. Il est vrai que Simone mangeait très peu, mais je ne pouvais pas me douter que je ne la reverrais plus. Nous nous sommes promenés même dans les montagnes de Jérusalem. Nous avons fait le chemin facile à Nessarim que j'avais fait une fois avec les copains. Elle a marché sans problème, aller et retour, et a beaucoup admiré le paysage. Nous étions au jardin botanique de Haratzofim, avons visité une exposition au centre à Vichai. Le matin de leur départ, nous avons encore fait un grand tour au jardin botanique de Givatram. Qui aurait cru? Freddy, Anne, Elie, Ilan et Étienne, vous pouvez être fiers d'avoir vécu dans le sillage d'une femme si extraordinaire qu'était Simone. Elle a marqué pour toujours par sa personnalité votre existence et la nôtre. Rabot Banot Asu Chail Va Talit Al-Kudana.
j'enchaîne sur ce que Rava a dit par un limoud qui va durer à peu près une demi-heure. Alors j'ai préparé 40 et ces deux pages du Midrash. J'ai préparé 40 feuilles. Je vais vous lire deux petits textes dans l'esprit de ce que nous avons écouté ensemble maintenant. Il faut regarder des deux côtés, c'est-à-dire vous voyez qu'il y a les deux côtés. Il en reste en principe, ça doit suffire. De toute façon, ça suffit ça suffit Balpé, c'est de la Torah chez Balpé. Qui n'en a pas eu? J'en prends qu'un. Il y en a deux? Il y en a, enfin c'est devant et derrière. Mais là, il y a devant et il y a rien derrière. T'as une place, toi? C'est une seule feuille. Recto verso, je tire devant et derrière. Il dit direct. On a ce qu'il nous faut, merci. S'il dit direct, il dit direct. Bien. Si ça va, on va quelqu'un. Ça va, quelqu'un. Dans sa présentation de notre passé et de notre présent, enfin passé très récent à Jérusalem, Rava a évoqué les études juives que nous faisions, il y a un doute, que nous faisions à Strasbourg sous l'impulsion de plusieurs personnalités, surtout le rabbin Neher, mais également le rabbin Warshawski et le grand rabbin Deutsch. Il y a eu vraiment un renouveau de la pensée juive. Alors, je voudrais aujourd'hui me consacrer à deux thèmes qui intéressaient particulièrement Simone et Freddy. Et l'un, c'est dans quelle mesure le Talmud et les Midrashim sont pertinents pour notre vie actuelle. En hébreu moderne, on emploie le mot relevanti, qui n'est pas de l'hébreu, mais c'est tout de même le mot qui convient pour dire Be'ezo mida, Talmud ou Midrashim, relevantiyim, lechaye Uma beyameinu, lechaye Am Israël beyameinu. Alors, évidemment, c'est un sujet immense. Alors, je voudrais prendre deux textes du Talmud qu'on va lire. L'un, je vais vous le présenter et vous le traduire. L'autre est déjà traduit, il est déjà imprimé. Et le deuxième sujet qui se trouve dans ces textes que je vous présente, et c'est le rôle, la présence des femmes dans la société juive traditionnelle et le point de vue qu'actuellement on appelle féministe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va dans les bibliothèques, dans le genre de la Bibliothèque nationale ici, et à travers le vaste monde, je pense aussi à Strasbourg, mais c'est déjà après notre départ, il y a énormément de gens qui s'intéressent à la condition féminine dans la Bible, le Talmud, la Halakha et la vie juive actuellement. Alors j'ai pris deux textes qui, tous les deux, ont un aspect un peu fantastique et qu'on peut passer rapidement, on peut passer dessus et sans les prendre au sérieux. Et puis, si on les étudie plus sérieusement, on se rend compte qu'il y a un enseignement qui est très profond et qu'on peut tirer dans la direction des préoccupations actuelles auxquelles Freddy, dans son métier de sociologue, et Simone, dans les études que nous avons faites ensemble, et les longues conversations que nous avons eues, les nombreuses conversations que nous avons eues avec elle, montrent que ça l'intéressait énormément.
Alors, le premier texte est en hébreu et en araméen. Il est tiré de Nedarim, à la fin du chapitre 9, c'est page 61. Vous l'avez ici, si quelqu'un veut le voir après chez lui, vous pouvez compléter. Alors, c'est une histoire, les deux textes sont des petites histoires, qui concernent des rachamim de première grandeur de l'époque, le premier du Beit Sheni, le deuxième de l'époque des Tanaïm. Celui du Beit Sheni, c'est celui qui est du Talmud, celui des rachamim, c'est Rabbi Meir, de l'époque des Tanaïm. Alors, nous apprenons qu'à l'époque d'un Tana qui s'appelait Ben Bouta, et Abba Ben Bouta, et nous avons une histoire qui se passe de son temps et dans laquelle il est mêlé d'une manière tout à fait inattendue. Alors je commence à lire à Bar Bavel. Vous voyez le mot Bar Bavel? La première ligne, ou la deuxième ligne de la photo. Bar Bavel. Bar Bavel, c'est l'histoire d'un juif qui habitait en Babylonie et qui s'est rendu en Eretz Israël, qui a fait son aliyah et qui s'est marié en Eretz Israël. Alors, et Bar Bavel de Salik le Hara d'Israël, il est monté en Israël. Le Seif Itouta, il a épousé une femme. Amarla, il lui a dit, Bishlili Trei Talfé, je te prie de me cuire de Talfé. Alors, ce Talfé, on peut le comprendre de plusieurs manières. Ça peut être des pieds de veau, c'est de la charcuterie, si vous voulez. Ça peut aussi être des lentilles. Alors, elle lui a fait 2 lentilles. Avec 2 lentilles, on ne peut pas manger, c'est pas un repas. Vous permettez. Le Dach Aléa, il s'est fâché contre elle. Il a bouilli contre elle. Le Marat Amarla, le lendemain, il lui a dit Bishlili Riva, cuis-moi quelque chose qu'on ne sait pas très bien de définir, ça peut être de la citrouille, et on peut aussi le comprendre de plusieurs façons. Alors, là, elle lui a fait. Ah, ça c'est gentil. Bravo, Merci. Excusez-nous. Heureuse initiative, ça va beaucoup mieux. Alors, elle lui a fait une quantité énorme de nourriture qui dépasse bien ce qu'un homme seul ou sa famille peut manger. Alors, il s'est de nouveau fâché. Alors, Ouamar, il lui a dit, si Haïti n'est Poutsini, apporte-moi 2 concombres. Mais on peut comprendre aussi le mot concombre d'un pays à l'autre. Et le mot Poutsini veut dire des chandeliers. Alors il lui a apporté Azlat Haïtele Trei Shragé. Il lui a apporté 2 chandeliers. Amarla, Zili, va-t'en et porte-les Yatron à l'Resh de Baba et tape-les sur le seuil. Et Baba, c'est le seuil. Vous connaissez Baba, Ben Ouad, ça veut dire Baba Batra et Baba, ça veut dire la porte. Mais il y avait un Chacham qui s'appelait Baba. Alors elle a compris qu'il fallait la monter au Baba. Alors, Hava avait yaté Baba Ben Bouta, Baba. Le Chacham qui s'appelait comme ça, il était sur le seuil, en effet, de la ville, et il jugeait les gens dans un tribunal appelé Baba, et il était là-bas. Alors c'est ça qu'elle avait compris. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Les 2 cas, il jugeait les gens. Azad, Tavart, Yaton, Al-Reché. Elle a tapé, elle a cassé les chandeliers sur le front de ce pauvre rabbin, Baba. Alors il lui a dit, Ma Haden di Avad. Avad en araméen veut dire tu fais. Qu'est-ce que tu as fait? Amrale, en hébreu cette fois-ci, parce qu'elle était palestinienne, elle vivait en Eretz Israël. Son mari venait de Babel. Alors elle lui a dit en hébreu, car Tivani Mali,
C'est ce que mon mari m'a enseigné. Il m'a demandé, il m'a ordonné. Mon mari m'a dit de casser ce chandelier sur ta tête. Eh bien, je l'ai fait. Alors il lui a dit, At asit rotzot baalech, amakom yotzi mimer shne banim, que Baba Menuta. Tu as fait la volonté de ton mari, eh bien, je te souhaite, je te bénis, que tu aies des enfants, au moins 2 fils, qui soient comme moi, qui soient comme Baba Menuta. Alors quand on lit une histoire pareille, on se dit, c'est complètement farfelu, ça n'a ni queue ni tête. Alors on nous a raconté qu'à Getzet, à l'époque on parlait beaucoup de Getzet à Strasbourg, il y avait une yeshiva de Gedola. Et en Israël, les yeshivot traditionnels, et il y avait un séminaire de filles aussi à Getzet, d'où revenaient quelques copines, il faut aller faire des études là-bas. Ce genre de choses, on les lisait parce qu'on est obligé de les lire, ça se trouve dans le Talmud, mais on le lisait en les escamotant sans les prendre au sérieux. Alors en 5 minutes, 10 minutes, on va essayer de prendre ce texte au sérieux. Alors dans cet enseignement, dans ce texte, nous voyons 3 points de vue. D'abord, le point de vue linguistique. Il faut éviter dans la vie de tout le monde, la vie religieuse, la halakha et la vie quotidienne en général, pas seulement des juifs, mais pas seulement dans les affaires religieuses, il faut éviter les malentendus. Alors, il arrive très souvent qu'il y a des homonymes, des mots qui sont le même dans une, le son est le même dans une langue, et dans une autre langue, les mêmes sons expriment autre chose. Même dans une seule langue, ça peut se passer. Alors je vais vous donner un exemple en hébreu et un exemple en français. En hébreu, une histoire qu'on a racontée à la radio, Avshalom Kor, qui fait Bofen Milouli, a raconté une anecdote que sur un champ de tir, il y avait des soldats qui devaient tirer. Et alors quand on dit en hébreu Al-Tira, ça veut dire ne crains rien, ça termine par un aleph. Et si on dit ne tire pas, c'est Al-Tirer, parce que le verbe Yara, tirer des balles de fusil, ça se termine par un. Alors il y a une fois un officier qui a dit à un soldat, Al-Tira, ne crains rien. Et le soldat a tiré, il a failli causer un accident. Parce que alors le soldat a dit, on a fait des reproches, le soldat on a jugé, il a dit c'est pas de ma faute, c'est mon officier, il ne connaît pas la grammaire. Il fallait dire Al-Tirer. Moi il m'a dit Al-Tira, ne crains rien, je vais tirer. Alors ça c'est un exemple plaisantin, moderne, la même chose. Un exemple typiquement français. On a essayé de faire des traductions avec le marché, avec l'ordinateur. Alors s'il faut traduire une phrase comme « apporte-moi un verre de bière », dans le style de ce qu'on voit ici, le marché va traduire « Tavili Kosmira », pas de problème. Mais si on dit « apporte-moi une bière », sans dire un verre, qu'est-ce que le marché peut dire « apporte-moi un cercueil », parce que bière c'est aussi un cercueil. Alors c'est le même genre de plaisanterie qu'on a ici, et simplement ce qu'on veut dire par ces histoires, qui sont a priori ridicules, mais au fond réelles, c'est qu'il faut éviter les malentendus. Et alors il arrive que les gens parlent des langues différentes. Maintenant, on va voir un point de vue peut-être plus sérieux, si vous voulez, c'est le point de vue philosophique. Si vous regardez au bas de la page, il y a marqué Oracha Halakha, c'est Steinsaltz, c'est photographié, c'est le Talmud de Steinsaltz. Alors je lis en toutes lettres ce qui a marqué At asit et rotzon baalech וכו', אמרו חכמים, אין לך כשירה, כשירה, מלשון כאשר, אין לך כשירה בנשים, אלא אישה שעושה רצון בעלה. C'est-à-dire une femme cachère, c'est une femme qui accomplit les ordres de son mari. Alors Steinsaltz discute à ça, il dit, il se peut que la femme en question, elle a fait l'idiote exprès, pour dire, voyez, si on obéit exactement aux ordres du mari, voyez où ça mène. On fait des bêtises. Alors, on peut dire en hébreu moderne, on dit Rosh Katan. Rosh Katan, ça veut dire une petite tête. On ne se casse pas la tête. On a reçu des ordres, on accomplit les ordres. Mais ça va extrêmement loin.
Parce que si vous pensez, disons, à la Shoah, c'est un sujet qui semble très loin d'ici. Il y a un tas de gens qui disent on exécutait les hommes. Les gens nous disaient tuer les juifs, trach, on tue les juifs. Nous, ça nous est égal. On a eu des ordres, on obéit aux ordres. Roche kata. Alors, on a l'impression que ce texte veut dire tu reçois des ordres, même si tu es une femme, même si tu es une femme soumise à ton mari, et que la halakha, c'est que la femme doit exécuter les ordres de son mari, il faut tout de même un petit peu de jugeote, il faut un petit peu réfléchir. Ça, c'est obéir au doigt et à l'œil au mari, et c'est pas vraiment la halakha. C'est ce que semble-t-il, ce texte peut dire d'une manière un peu satirique, mais enfin, c'est ça qu'il faut dire. Alors, il y a aussi le point de vue psychologique. Alors, du point de vue psychologique, l'histoire que Baba Ben Bouta, il a dit, a souhaité à cette femme qu'elle ait des enfants comme lui. Alors, quelle est la qualité qu'il réclamait pour lui, enfin, qu'il prétendait que ça vaut la peine de la faire passer à la génération suivante? C'est la patience. Parce qu'il y a des fameuses histoires avec Hillel et Shammai. Et il y a un Goy qui est venu chez Shammai et lui a dit je veux apprendre toute la Torah sur un seul pied. Avant que je descende de mon pied, tu me dis l'essentiel de la Torah. Alors Shammai l'a envoyé paître. Il lui a dit écoute, c'est pas possible une chose pareille. Hillel lui a dit non, tu es plein de bonnes intentions, viens. Je vais te dire un principe de la Torah. Aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tout le reste n'est que du commentaire. Tu peux remettre ton deuxième pied par terre. Maintenant, on a le temps. Je vais t'expliquer toute la Torah. Alors, et Hillel, il y a Hillel, tous les descendants de Hillel, Gamliel, etc., ça a duré longtemps, les descendants de Hillel. Il y a aussi Shammai. Alors, Baba Ben Bouta, il est mi Bet Shammai. Il fait justement partie de Bet Shammai. Alors, cette histoire, qui ressemble à l'histoire de Hillel et de Shammai que tout le monde connaît, qu'on apprend au Gan Minadim, cette histoire est moins connue, mais elle montre que du côté de Shammai, les gens se chamaillaient de temps en temps, mais ils avaient aussi cette idée qu'il faut être patient avec autrui. Il faut, quand on entend des choses incroyables, bêtes, a priori, il faut essayer de voir ce qu'il y a de juste dans cela. Et alors donc, en fin de compte, un texte comme celui-ci, qui a priori semble incompréhensible, ou des petites choses qu'on n'étudie pas, eh bien, vous voyez, comme il a un enseignement profond qui nous fait réfléchir sur la condition humaine en général. Et je pense qu'actuellement, même les féministes peuvent le prendre comme un texte positif. Bon. Alors maintenant, on va passer à l'autre texte qui mène dans la même voie. Est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de nous donner Il n'y a plus d'eau. Je vais chercher. Donne. Mais moi, je dois en chercher. Moi, je vais en chercher. Alors chercher 3 verres déjà. Et vous savez que dans une des parchies de la Torah qu'on va lire bientôt, et il y a l'histoire de la sota. C'est-à-dire que si un mari éprouve des sentiments de jalousie à l'égard de sa femme, qui bavarde avec des gens qui ne l'apprécient pas, il peut lui faire passer une épreuve. Vous connaissez toute cette épreuve, puisqu'elle est indiquée en toutes lettres, en détail, dans la Torah. Alors on faisait boire à une femme qui était soupçonnée de cela, on lui faisait boire une potion qui était fabriquée, cette potion, avec de la poussière du Beth Amikdash, et enfin de la tente dans le désert, ou un endroit sacré, et dans cette poussière, on avait mélangé les manuscrits
avec des phrases qui contenaient le nom de Dieu. Alors c'est quelque chose de très magique et de très lointain, presque incroyable. Alors la question est de savoir, est-ce que ça s'appelle Sota, Isha Sota. Alors il y a une Mishnah Sota, une Gemara Sota. La question est de savoir si un tel rite est une allégorie uniquement, et qui n'a jamais eu lieu, ou bien est-ce que c'est vraiment dans la... Alors il y a marqué en toutes lettres dans la Mishnah, Sota, que ce rite a été aboli par Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit que ce rite pouvait convenir éventuellement dans une société qui était extrêmement sainte, extrêmement regardante sur les principes, mais que dans une société normale, où il y a des hommes et des femmes qui se fréquentent normalement, ce rite est absolument inapplicable et qu'il a été de toute façon aboli. On voudrait savoir s'il a été maintenu une seule fois, mais il y a d'autres histoires avec une femme adultère et quelqu'un qui a dit celui qui lui a jeté la première pierre, que celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Alors c'est des choses qui... Oui, oui, mais c'est de la même veine. Alors voilà une histoire qui a ce rite en arrière-fond. La paix est un idéal de grande valeur. Vous voyez le texte. La paix est un idéal de grande valeur. En effet, Dieu lui-même a permis qu'on efface son nom quand on l'immerge dans les eaux d'amertume, c'est Marie pour ramener la paix entre mari et femme. Rabbi Meir exposait la Torah en forme de drachot public le soir du Shabbat. Une femme venait régulièrement l'écouter. Il advint qu'une nuit, l'étude se poursuivit jusqu'à une heure avancée. Rentrée chez elle, la femme trouva la chandelle éteinte et son mari en émoi. Où as-tu passé la nuit? Réponse de la femme. J'étais assis dans la maison d'études. J'ai écouté le maître. Réaction du mari. Eh bien, je te le jure, tu ne mettras plus les pieds ici avant d'avoir craché à la face de ce prédicateur. Donc c'est un divorce immédiat. Elle fut donc chassée des foyers conjugaux. Passèrent plusieurs semaines. Ses voisines la ramenèrent, non pas chez elle, mais à la maison d'études. Rabbi Meir fut mis au courant de la situation par l'Esprit Saint. Il proclama: y a-t-il parmi vous une femme qui dispose d'un onguent, une sorte de pommade, pour les maladies des yeux? Les voisines dirent à l'infortuné disciple: si tu lèves maintenant, et vas cracher sur l'œil du maître, ton mari te reprendra chez lui. Ce qui fut fait. Après cet heureux dénouement, les disciples, attitrés du maître, interrogèrent le maître sur la signification de son comportement. N'est-ce pas un abus de confiance, une mise en scène hypocrite? Réponse du rabbi: non, non, non. Rabbi Meir peut bien se permettre d'imiter Dieu. Il a donné lui-même l'exemple en autorisant l'effacement de son nom dans les eaux d'amertume. Donc, quelle est cette histoire aussi? Elle est a priori, vraiment, en français on dirait une histoire à coucher dehors, et c'est le cas de le dire, la pauvre femme a couché dehors. Et c'est une histoire incroyable. Mais quand on y réfléchit, c'est une histoire qui est très profonde et qui nous montre le comportement d'un rave qui avait pleinement l'intelligence de sa fonction de rave, de ramener la paix au foyer. Alors, ce qui est bizarre là-dedans, c'est l'attitude des étudiants, des disciples. Les disciples sont bien moins clairvoyants que la femme qui semble être une femme un peu simplette, mais qui allait écouter le cours du Rav avec beaucoup d'attention et beaucoup... Et bien, qu'elle soit rentrée chez elle dans des conditions pareilles, elle ne s'est pas expliquée ni rien. Et si on veut, on peut considérer que c'était une femme savante. C'est la même chose que dans la première histoire. Il se peut que la femme, dans la première histoire que je vous ai lue, que la femme ait fait exprès de prendre au mot son mari et de faire toutes les bêtises possibles et imaginables pour montrer à quel point c'est idiot d'accomplir au pied de la lettre, de prendre au pied de la lettre les ordres qu'on a reçus sans être. Là aussi,
cette femme, elle a agi d'une manière qui peut être une manière très pleine d'enseignement. Mais les étudiants n'ont rien compris. Les étudiants attitrés n'ont absolument pas compris l'attitude de leur maître. Et alors ça, c'est des choses qu'on voit chez nous actuellement, qu'on voit à travers tous les arts, à travers la littérature juive, depuis le Tanakh jusqu'à maintenant, et à travers tout ce qu'on voit autour de nous, et les histoires qu'on nous raconte maintenant, qu'on entend personnellement, qu'on raconte dans les nouvelles, c'est que souvent des gens très savants, et qui sont payés pour être savants, et qui passent leur temps à être savants, ils comprennent beaucoup moins bien la sagesse de la Torah que des gens, une simple femme du peuple qui écoutait avec beaucoup de vénération son rave. Alors j'ai choisi ces deux thèmes parce que je me rappelle que Simone s'intéressait beaucoup et toutes ces discussions qu'on avait sur la position des femmes dans la société juive d'autrefois et d'aujourd'hui. Alors j'ai terminé mon livre et maintenant la troisième partie de notre rencontre, c'est que tous ceux d'entre vous qui voudraient dire quelque chose en souvenir de Simone ou en tout cas à Freddy et sa famille peuvent le dire et l'enregistrer. Et grâce à Michel Côté, Joé a déjà demandé la parole. Alors Joé, on lui donne la parole. Viens ici parce qu'il filme. Ça va aller, ça va aller. Moi, le reste là. Vas-y. De toute façon, ça ne sera pas très long. On a apporté des photos. Est-ce qu'elles circulent? Il faut peut-être passer. Michel, C'est bon. Oui, mais Les photos, là, Ce vous sont les faites. photos que j'ai amenées. Regardez si quelqu'un les a Est-ce posées. qu'elles sont? Moi, je les ai vues là-bas. Il y a trois. Sortez-les du plastique, là. Il y en a trois. Ce sont les photos que j'avais. Où est-ce qu'elles sont les photos? J'avais fait un petit album. Un petit album. Ah oui, il était là, il est plus là. On se donne les quelques ici. C'est dommage, j'ai fait ça avec. Personne n'a vu le petit album que j'ai fait? Ah, vous l'avez tous vu? J'aurais bien aimé la voir parce qu'il y a des photos que j'ai vues. Oui, la parole est à toi. Vous les avez vus ou bien je peux les faire passer? Non, c'est bon. ça va comme ça. Bon, de toute façon, ça ne sera pas très long. Tout d'abord, quelques lignes qui ont été écrites par Michel, qui regrette beaucoup de ne pas pouvoir participer à cette réunion en l'honneur de Simone Zal. Elle a été retenue à la maison pour des raisons qui sont en rapport avec ses devoirs de femme, de mère, de grand-mère et de fille. En souvenir de Simone. Simone a fait partie de ma vie spécialement dans les années 69 à 73, durant les 4 années où j'ai enseigné à Lucie Berger. C'est elle qui m'y a fait entrer, qui m'a servi de guide, de conseillère, d'ange protecteur. Grâce à elle, je me suis senti en famille dans ce collège où j'ai fait mes premiers pas d'enseignante. Les Rouvrans, ses amis, sont devenus des miens aussi. Simone était très aimée, très appréciée comme professeur d'anglais
autant par ses élèves que par ses collègues. Sa douceur, son intelligence, mais aussi sa fermeté en classe m'ont toujours impressionné. Plus tard, quand la maladie l'a frappée, et tout au long de ces années où elle s'est battue, j'ai admiré sa noblesse. Je la voyais rarement, c'est-à-dire une fois par an, généralement, en venant d'Israël, il est vrai, mais jamais elle ne se plaignait. Elle luttait en silence, et quelle joie avait été pour elle ce dernier voyage en Israël où nous l'avions rencontrée. Que sa mémoire soit bénie et que son souvenir serve d'exemple à tous ceux qui l'ont connu et aimé. À ce petit texte, j'ajouterai un petit texte plus personnel et qui recoupe peut-être un petit peu des choses qui ont été dites auparavant par Rava, mais étant donné que nous ne sommes pas concertés, il y aura peut-être des répétitions. On peut les répéter. On peut les C'est tellement répéter. important qu'on peut les répéter. Simone, c'est tout notre passé d'étudiant à Strasbourg, à la fin des années 50 et au début des années 60. Une bien belle époque pour nous et dont on ne peut se souvenir qu'avec nostalgie. Les occasions de nous rencontrer ne nous manquaient pas. Au restaurant Bloom quotidiennement, au palais universitaire où nous poursuivions chacun nos études, nous nous retrouvions ensemble, Freddy, Simone et les autres, le mercredi soir pour le cours chez André Reninière, durant les repas du Shabbat également, agrémentés des fameux desserts du samedi après-midi chez Lucien et Janine Lazare. Dommage que Lucien ne soit pas là. Il était parti. Nous étions une bande de copains. Yohanan, Mitsuko, Freddy, Simone, Henri, Richette, Cèdre, Janine, Paul, Dédé et Dora, ici présents, Michel et Claire aussi, Lucille aussi, Astrid et bien d'autres encore. Que de bons moments nous avons eus. Je me souviens des discussions que nous avions avec ceux de la table des pharmaciens. Et j'ajouterai ici, on parlait à cette époque des calotins et des non-calotins, des anti-calotins. Et puis il y avait les conférences, les échanges d'idées au Fège, du boulevard de la Victoire à la rue Wilfeling, avec le petit café entre midi et 2, qui était devenu une institution incontournable. Et puis bien sûr, le Mercaz. Et pour couronner le tout, les camps d'été, la Corse, le Festival d'Avignon, Saint-Sorlin d'Arves, etc. Cette période, pour nous, c'était la bohème à la sauce juive. Et parmi nous, durant toutes ces années, il y avait Simone qui représentait la finesse, la gentillesse innée, l'intelligence et la discrétion, toujours souriante et chaleureuse. Souvent d'ailleurs sur ses lèvres, un sourire de compréhension pour ce qu'elle devait considérer à un moment donné comme un grain de folie passager chez l'un ou l'autre d'entre nous. Plus tard, comme beaucoup d'entre nous ici présents, évidemment, j'ai quitté Strasbourg pour m'installer en Israël. Un choix qui, bien entendu, ne devait pas m'empêcher de revenir chaque année au Bercail. Un Bercail où, mis à part la famille et plus tard les cimetières, nous avions toujours, Michel et moi, plusieurs points de chute. Les copains d'abord, n'est-ce pas? Les copains dont évidemment Freddy et Simon. Même après sa première et très grave maladie, Simone, toujours heureuse de nous voir, nous accueillait
Michel et moi, avec une gentillesse dont elle ne s'était jamais départie. Et nous nous retrouvions presque chaque année, comme si nous nous étions quittés la veille. Simone restera gravée dans notre souvenir. C'est une partie de notre passé qui s'en est allée avec elle. Que sa mémoire soit bénie. À vous, Freddy, Anne et Élie, notre peine, notre très grande peine. Je voudrais rappeler, remercier Jean-Luc, juste un mot. Je voudrais rappeler le premier voyage de Freddy, Simone, ma sœur et Henri dans une, c'est pas la DS, c'était ce qui était avant, une voiture de 1900, une traction avant de 1939 en Espagne avec Paul Franck. C'était vraiment leur premier voyage et leur amitié a dû commencer à ce premier voyage. C'était, je crois, en 55, sinon l'année d'après, le cousin de Dédé. Oui, je voulais. Après avoir entendu des paroles chaudes de Chava, Mitsuko et le limoud d'Anatole, aussi, ce qu'a dit Joé, on peut comprendre, ça nous ramène à 50 ans, non, presque 50 ans en arrière, puisque nous allons 55 ans, oui. Et pourquoi nous étions... Et on peut saisir pourquoi nous étions tellement attachés. Nous n'avons peut-être pas eu la chance d'être à la maison Bloom et de pouvoir déjeuner tous les jours, parce que nous avions nos familles à Strasbourg qui insistaient que nous rentrions pour déjeuner. Et on en profitait pour se promener, Claire et moi, le long de l'île. Comme ça, nous profitions de cette obligation de rentrer à la maison. Mais je comprends maintenant pourquoi nous avons ressenti, dans cette amitié qui était surtout avec Anatole et Mitsuko et Freddy et Simone Zichona Livracha, nous a formés. Je crois que s'applique la phrase « V'zacharti la chesed neuraya ». L'amour, nous l'avons découvert justement dans cette amitié, et en voyant le mariage de Freddy et de Simone et leur installation, très souvent, comme tu l'as mentionné, nous avons pensé, mais ils ont déjà tout. Tout est le buffet, la table, les chaises, tout est déjà en place. Mais qu'est-ce qu'il leur restera encore à faire? Mais on pouvait compter sur Freddy et aussi sur Simone pour aller toujours de l'avant et pour trouver toujours quelque chose de nouveau. Mais nous étions un peu plus bohèmes et voyagions et on disait pierre qui roule n'amasse pas mousse, et nous étions très jaloux justement de ce bel intérieur bourgeois que jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs nous n'avons peut-être pas réalisé, même ici en Israël. Mais en plus de cela, il y avait les sorties à Sainte-Croix, et il y a là quelques photos justement d'une promenade avec Freddy et Simone qui étaient enceintes de Anne, et Claire qui était enceinte de Ariel, notre fils aîné, et une autre photo avec Simone, avec Anne toute petite, et je n'ai pas mis une photo où il y a Anne et Ariel ensemble. C'était la grande amitié, et on avait l'impression que finalement, je sais qu'il y avait beaucoup d'autres amis, mais que c'était quelque chose de très proche et de très personnel. Nous allions à Gertwiller manger des pains d'épices, et Freddy ne manquait pas de dire qu'il fallait vraiment apprécier l'Alsace et ce qu'elle avait à nous apporter. Effectivement, la montée en Israël que nous avons faite nous a séparés,
Et c'est pour ça que cette phrase Vezacharti la chesed me'orayich comporte plusieurs parties. Vezacharti, effectivement, ce qui nous est resté, c'est le souvenir. Peut-être aurions-nous dû garder un rapport plus étroit. Nous allions parfois à Strasbourg et nous avons été visiter et parler à Simone et nous avons eu la possibilité de les voir. Mais peut-être ce qui nous est resté le plus au fond du cœur, c'est le zikaron. Et c'est une consolation peut-être que d'avoir ce souvenir. Le chesed, j'en ai déjà parlé, c'est cette amitié, cet amour, ce désir d'être gentil pour l'autre. Et nous le savons tous, les amis d'enfance, on ne peut pas les remplacer. On peut se faire d'autres amis pendant la vie, mais les amis d'enfance restent vraiment ceux avec qui on a le cœur et on se comprend tout de suite et on se rappelle de tout. Et Ne'urayich, la jeunesse, évidemment tous, nous avons la nostalgie de la jeunesse. Claire me rappelle souvent que quand elle a vu pour la première fois, peut-être tu voudras le dire, Simone, qui était une jeune fille qui venait du Luxembourg et qui avait des bas nylons. Non, elle n'a pas des bas nylons, elle avait une belle coiffure, d'un bon coiffeur et des belles lunettes. Et elle avait des habits élégants, simple mais élégant. Simple mais élégant. C'était l'image de notre jeunesse. Et Ne'urayich, ce n'est pas seulement être jeune, il y a le mot aussi le horaire, le hit horaire, s'éveiller. Et je crois que dans cette amitié, il y avait également l'éveil à la vie. Et je dois dire, et c'est ce que je voudrais dire à Freddy, et à Anne et à Elie, que nous sommes de cœur avec eux parce que justement, Vezacharti lach, Vezacharti lachem, chesed me'orayich, nous avons ce souvenir, nous avons cet amour et cette amitié, et nous avons, grâce à vous, eu l'éveil vers la vie qui nous a, je crois, supportés jusqu'à aujourd'hui. Alors, chez Yezicha Baruch, et que nous ayons encore beaucoup d'années d'amitié avec toi, Freddy, et que nous soyons proches en pensée. Oui, très courtement, je voudrais simplement dire que je crois que Rivka et moi sommes les seuls représentants de la famille, si je puis m'exprimer ainsi, dans la mesure où, pour ce qui me concerne, Freddy est un petit cousin, de sorte que Simone est devenue une petite cousine, et elle avait une caractéristique, je trouve elle avait une grande caractéristique qu'on retrouvait d'ailleurs quand on allait chez vous, car tu as énuméré un certain nombre de personnes qui sont allées chez nous. J'ai eu le bonheur d'en faire partie. Non, pas du tout. Et certains se souviennent du bœuf en daube et de Madame Mathilde, qui était la serveuse, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui caractérisait, me semble-t-il, plus spécialement Simone, c'était sa douceur. Et il convient, je pense, d'insister sur le caractère de douceur de Simone, qu'elle a d'ailleurs, me semble-t-il, également inculqué à ses enfants. Or, on sait que Freddy est un peu impulsif, c'est le moins que l'on puisse dire, et Simone arrivait très, très facilement à calmer les ardeurs de Freddy. C'est ce que je voulais dire, car, je le répète et je termine, la douceur était ce qui caractérisait le plus Simone. Oui, moi je veux dire que quand j'ai vu arriver Simone, quand je l'ai connue, comme a dit Claire, la fille gâtée, si je ne me trompe pas, elle était fille unique, qui venait du Luxembourg, bien habillée, tout ça. Et après, quand elle s'est mariée, je crois que tout de suite après, elle a vécu avec ses beaux-parents pendant des années, toujours
Enfin, très peu de temps après, elle a vécu avec ses beaux-parents et toujours avec douceur. C'était tout à fait naturel pour elle et j'ai trouvé que c'était admirable pendant des années et des années elle a vécu avec ses beaux-parents. Et voilà, c'était formidable et vous êtes sûrement tous venus là. D'abord, je pense que c'est une grande chose que vous tous les deux, vous nous ayez permis de repenser à Simone à différentes époques. C'est comme s'il n'y avait pas une Simone, mais plusieurs Simones. Et merci, comme toutes les fois où ils sont venus et vous nous avez invités pour qu'on profite d'eux. Maintenant, comme nous allons, puisque j'ai encore ma mère là-bas à Strasbourg régulièrement, toutes les fois, nous faisions qui douche chez Freddy et Simone. Et je voudrais parler de Simone, qui malgré son grand handicap de parole, à l'époque où il y a eu tous les problèmes qui l'ont finalement rendu infirme de la parole, la patience qu'elle avait pour écouter tout le monde. Elle qui ne pouvait pas répondre. C'était quelque chose de fabuleux parce qu'elle aurait pu être impatiente, ou impatiente à son propre silence. C'était extraordinaire. Elle écoutait. Et alors il y a des époques, et même au téléphone souvent, quand on téléphonait d'ici, on l'entendait mieux que lorsqu'elle parlait directement. Et donc on avait des échanges sur ce qu'on savait qu'elle aimait, comme vous l'avez dit, la littérature, et surtout ses petits-enfants. Et je voudrais parler, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est Simone comme grand-mère. Alors quand elle n'y a pas eu ce dernier stade terrible, bien qu'handicapée, elle adorait les vacances avec eux. Et c'était une joie, parce qu'il y avait les petites vacances, il y avait les grandes vacances. Et quand ils allaient au bord de la mer, ça allait, bien que, comme vous l'avez dit, elle faisait la popote, elle s'occupait de tout. Mais quand ils venaient à Strasbourg, et encore récemment, elle me disait, c'est comme les uns. Quand ils s'en vont, il faut tout remettre, ça prend des mois de remettre tout en ordre, parce qu'ils font, elle disait pas balagan, mais c'est ça, un balagan terrible. Mais c'est un tel bonheur. Et ce bonheur, elle l'a voulu, puisque, vous le savez sans doute, 2 jours avant sa disparition, on a du mal à dire sa mort, elle a demandé à ce que ses petits-fils viennent. Et ils sont venus. Elle les a vus, ils étaient très contents, eux aussi, de l'avoir vus. Et après, elle a quitté ce monde 2 jours après, mais elle a attendu, puisqu'elle les voulait et ils ont pu venir. Et nous étions à Strasbourg peu de temps avant, en fait, et elle était vraiment très épuisée, c'est vrai, mais elle faisait comme ça, qu'est-ce que tu as à me raconter? Et puis Freddy lui lisait les lettres que beaucoup d'entre nous lui envoyaient, ou les fax pour la distraire. Et par moments aussi, elle avait de l'impatience, elle tapait sur les bras de son fauteuil comme ça, elle disait ça suffit, mais elle était là, c'est la grosse différence, elle n'est plus là. Je vous remercie. Oui, ça veut dire bien dit, messieurs, tu peux dire tout le monde. Je vous remercie d'être venus. Si vous voulez faire encore un tour au musée, vous êtes les bienvenus. Je vous montrer quelques choses si ça vous intéresse. Il y a une nouvelle exposition sur l'Égypte, si ça vous intéresse. Et nous, on te remercie d'avoir organisé. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'était dans l'esprit de Simone, elle ne voulait pas des spontaneités. Vous avez vu les photos? Oui. Regardez les feuilles. Vous voulez voir les
pas quitter Strasbourg par là, et moi vraiment les gens même me sont rappelés, je me suis lâché. Non mais moi je me mélange. Nous on est mélangés. Non mais pas le racheter au Strasbourg, je même tous ces gens étaient. Moi j'étais déjà à l'hôpital. Moi j'ai commencé à 55 ans. Moi j'ai comme 55 ans. J'allais à la dimanche. Bon, on va boire un coup. On a téléphoné tout à l'heure, mais elle n'était pas là, alors on m'a laissé un message. Maintenant je vais dire ouvrir mon portable, on va voir, il va peut-être T'as pas son portable à elle? Hein? T'as pas son portable? Je ne sais pas, je ne sais pas sur quoi on m'a téléphoné. On m'a dû téléphoner, merci. On m'a dû téléphoner, non. Je ne sais pas.